Eh bien, bonsoir. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue au nom de notre nouveau directeur, Nicolas Ebala. Je m'appelle Christine Pourret, je suis responsable de la médiathèque Octave Merlier, ici à l'Institut. Et tel que vous me voyez, je suis une aventurière. Vous ne me croyez pas? Et pourtant, j'ai traversé des forêts profondes, des déserts sans fin, gravi d'immenses montagnes. J'ai passé des jours et des jours dans les tranchées de Verdun, ordonné la construction de la pyramide d'Égypte et celle de la Grande Muraille de Chine. J'ai œuvré à réunir des matériaux pour construire des églises et toutes sortes de bâtiments. J'ai même rencontré Robespierre et assisté au serment du jeu de paume. Bien entendu, j'ai vécu toutes ces aventures au travers d'un écran, en jouant à des jeux vidéo, de ces jeux qui se passent dans d'autres périodes que la nôtre. Et j'y ai pris énormément de plaisir. Mais tout ce que j'y ai vécu reflétait-il la vérité, une vérité scientifique, ou bien était-ce que des reconstitutions approximatives? Christophe Caporilli, qui est historien et vidéaste pour HistoriaVox, et que je remercie particulièrement, il est aussi critique de jeux vidéo, eh bien, il va nous répondre à toutes ces questions et nous entraîner à la découverte de ces jeux un peu particuliers. Vous pourrez bien entendu lui poser toutes vos questions après. Après donc cet exposé, on va vous emmener faire un voyage dans le temps, dans l'Athènes du 5e siècle, à l'Acropole précisément, grâce au jeu Assassin's Creed Odyssey. Et je remercie d'ailleurs Ubisoft et son attaché de presse Emmanuel Carré pour nous avoir envoyé la clé. Donc Christophe, là, je vous laisse la parole et place à l'histoire, à la grande et à ces petites histoires. Et puis bonne soirée, à vos manettes donc. Alors, bonsoir tout le monde, merci déjà d'être venu. Alors avec ce thème-là, cette présentation, j'ai déjà eu un premier problème. C'est que j'ai deux audiences différentes et je dois m'adresser aux deux. Le jeu vidéo est plus populaire que jamais, mais il reste quand même un clivage générationnel. Les gens de ma génération entre guillemets, c'est-à-dire 45 ans et moins, et ben ils ont grandi tout simplement avec les jeux vidéo. Mais c'est pas forcément le cas des générations précédentes. Il y a encore un regard biaisé, des préjugés sur le jeu vidéo. Certains pensent que le jeu vidéo est même une perte de temps, et les jeux vidéo ont encore vraiment du mal à s'imposer. Mais il y a quand même eu énormément de progrès, en particulier ces 10 dernières années. On est passé de jeux vidéo égale violence, égale addiction, égale serial killer, à les jeux vidéo peuvent nous apprendre des choses, apprendre des compétences ou assimiler des connaissances. Il y a quand même eu un grand gap. Le deuxième problème, c'est notre rapport à l'histoire, parce que je rappelle que c'est jeux vidéo et histoire, la présentation. Donc c'est quoi l'histoire? On parle de quelle histoire? Là, il y a un consensus entre toutes les générations pour dire que l'histoire, c'est intéressant, mais c'est un petit peu chiant, on va dire, et le boulot des historiens. On va montrer que c'est pas forcément vrai. Ensuite, le troisième problème, c'est que c'est le jeu vidéo historique en lui-même. On entend quoi par jeu vidéo historique? Est-ce que tous les jeux historiques sont à mettre dans le même panier, par exemple? Ensuite, on va voir aussi quelle est l'intention derrière un jeu vidéo historique. Quels sont ses points forts et ses limites. Et pour finir, on va poser cette question que certains parents attendent avec impatience. Est-ce qu'on peut apprendre l'histoire avec le jeu vidéo? Alors il y a beaucoup de jeunes, en particulier devant, qui vont me dire bien sûr qu'on peut apprendre le jeu vidéo, l'histoire avec le jeu vidéo, mais d'autres sûrement pensent que non et que le jeu vidéo historique n'a pas grand-chose à apporter à l'histoire et que l'histoire se résume, que l'histoire dans les jeux vidéo se résume par exemple à des jeux de guerre. Alors, on va commencer justement par l'histoire, l'histoire dans les jeux vidéo, l'histoire. C'est quoi l'histoire? Alors pour beaucoup, l'histoire, c'est quelque chose d'assez un peu nébuleux, c'est forgé dans le monde académique par les historiens, dans des poussiéreuses bibliothèques et archives. Mais l'histoire, c'est pour quoi faire? C'est pour qui? L'histoire, c'est utile pour comprendre comment on en est arrivé là.
L'histoire, c'est de comprendre comment ont évolué, se sont organisées nos sociétés et nos systèmes politiques jusqu'à aujourd'hui. Analyser le passé dans toute sa complexité, nuance et diversité, pour mieux comprendre le présent. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est de comprendre comment vivaient nos ancêtres, la relation qu'ils avaient avec le monde qui les entourait et la relation qu'ils avaient avec les autres. L'histoire, c'est un savoir-faire. L'histoire, c'est beaucoup de choses. Mais l'histoire, c'est surtout un ensemble de faits. Des faits disponibles sous formes diverses et variées. Des faits, mais surtout une sélection de faits. Alors, l'histoire, c'est un choix de faits, un ensemble de faits choisis par quelqu'un. L'histoire dépend donc des faits choisis et comment ils sont assemblés pour faire un récit historique. On est limité par les faits choisis et les faits disponibles. Donc l'histoire, c'est les faits disponibles qu'on choisit pour façonner un récit historique. Par exemple, différents historiens vont livrer différents récits de différentes manières pour un même événement. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez plus, que ça soit plus clair. C'est l'exemple de la ratatouille. Ah oui, là j'ai un gros blanc, les gens de la ratatouille, de quoi ils me parlent. Je ne parle pas du film Pixar, je parle évidemment du plat de la ratatouille, le fameux plat. Et ben la ratatouille, quand vous voulez faire une ratatouille, vous allez au supermarché ou au marché aux légumes, vous sélectionnez vos légumes, vous rentrez chez vous, vous les cuisinez et vous avez votre propre recette. Moi, par exemple, dans ma ratatouille, alors que ce n'est pas la recette traditionnelle, moi je mets des olives et des piments. Essayez, vous verrez, c'est très bon. Et ben c'est pareil, chaque historien, il a sa recette. Le passé, il peut donc être écrit, réécrit, interprété et réinterprété à chaque fois, hein, avec des faits différents ou en les assemblant de façon différente, ou en les cuisinant du coup. Sélection des faits, assemblage des faits, donc le fameux cuisiner les faits, et présentation des faits. C'est exactement ce que font les développeurs de jeux vidéo historiques. Donc les jeux vidéo, ils font aussi de l'histoire. Les jeux vidéo font partie de ce qu'on appelle l'histoire publique. L'histoire n'est pas nécessairement académique. Il y a plusieurs histoires. L'histoire, c'est pas seulement une profession, c'est pas seulement pour les historiens, c'est aussi, et surtout, je pense, une activité. L'histoire, en étant une activité, c'est plus démocratique et c'est pas exclusif ou la chasse gardée des historiens. Donc il y a plusieurs moyens de faire et raconter l'histoire. L'histoire, elle a ses exigences, elle exige une importante rigueur, mais elle est ouverte au public, elle est ouverte à vous. Les jeux vidéo historiques, ils participent donc aussi à la connaissance historique et sont donc de l'histoire. La représentation du passé, ou plutôt la simulation du passé, comme on le verra plus tard dans les jeux vidéo, est un des nombreux moyens possibles d'exprimer l'histoire. C'est une bêtise de balayer les jeux vidéo parce qu'ils sont différents et soi-disant pas aussi sérieux que les livres. N'importe quel médium qui communique une idée sur le passé peut fonctionner comme histoire. Chaque médium a ses caractéristiques, sa manière de présenter le passé. Par exemple, il y a des historiens aujourd'hui qui étudient les films et séries historiques. Et ben c'est pareil pour les jeux vidéo. Maintenant, il y a des historiens, une génération d'historiens qui étudient les jeux vidéo historiques. Par exemple, je vous invite à jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube de Romain Vincent, Jeux vidéo histoire, qui est chercheur et professeur d'histoire, qui justement en parle sur sa chaîne YouTube. Les jeux vidéo, ils ouvrent une porte et de nouvelles possibilités en histoire. L'interactivité permet aux joueurs d'expérimenter l'histoire et de prendre des décisions. C'est la plus grande force du jeu vidéo. En imposant des contraintes et des règles, les jeux vidéo reproduisent les choix et les conséquences des acteurs du passé. L'historien Antoine Prost écrit « Peut-on comprendre pourquoi les choses se sont passées comme elles l'ont fait, sans se demander si elles auraient pu se passer autrement ?» En vrai, imaginer une autre histoire est le seul moyen de trouver les causes de l'histoire réelle. Le jeu vidéo nous permet d'être justement à un moment précis de l'histoire, à un moment clé de l'histoire, ce moment du choix ou de l'événement. Comme si on était pour un moment dans les chaussures ou les sandales, si on était à l'Antiquité, de ceux qui ont vécu à ce moment-là. L'histoire dans les jeux vidéo, je vous passe la ratatouille pour pas que vous ayez faim. L'histoire dans les jeux vidéo, elle remet en cause un certain
à cette image, un certain déterminisme de l'histoire, une forme de téléologie, je vais y arriver, et une représentation fataliste de l'histoire. On n'aime pas le hasard, on n'aime pas la malchance, on n'aime pas le chaos, on n'aime pas l'imprévisible, on n'aime pas les accidents. C'est inconfortable. Alors en histoire, on avait souvent, avant, des récits historiques qui nous expliquaient que ce qui est arrivé était inévitable. Une conséquence logique, une conclusion unique, une seule histoire, un seul chemin possible. Si je vous dis un événement qui était inévitable, beaucoup d'entre vous vont penser à la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, on raconte souvent, même en classe, que même si l'assassinat de l'archiduc avait échoué, la Première Guerre mondiale aurait quand même eu lieu pour X facteurs, X raisons. Est-ce que c'est vraiment le cas? On ne sait pas. Mais l'histoire, justement, à travers les jeux vidéo, est à l'opposé de cette façon de penser l'histoire. C'est ce qu'on appelle le raisonnement contrefactuel. L'histoire contrefactuelle, c'est l'étude des possibles passés. Elle permet d'aborder les problèmes de causalité historique et de mieux comprendre l'histoire. L'histoire contrefactuelle, ça explique que l'histoire est tout sauf écrite d'avance. C'est un ensemble de causes, de mécanismes qui s'imbriquent, de décisions d'individus ou groupes, de facteurs de chance ou malchance. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus sur l'histoire contrefactuelle, quelque chose encore assez nébuleux en France, je vous invite à lire le livre « Pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et futurs non advenus » de 2 historiens français. Donc avec les jeux vidéo historiques, il ne s'agit pas seulement de comprendre des décisions historiques ou phénomènes, mais de les expérimenter et prendre soi-même des décisions. Les médias traditionnels ont une représentation fixe du passé. Les jeux vidéo offrent une interaction avec ce passé. Pour certains, cela devient une fiction historique. Pour d'autres, ça devient une forme d'histoire contrefactuelle. Maintenant, on va parler des jeux vidéo historiques. On va faire un grand tour d'horizon des jeux vidéo historiques, parce qu'il y a une longue histoire d'amour entre l'histoire et le jeu vidéo. Et j'ai sélectionné une assez grande liste, donc on va passer rapidement sur chaque jeu. Bon, alors, le premier genre de jeu vidéo, alors j'ai pas fait par époque, j'ai fait par genre de jeu. Le premier genre, beaucoup vont le reconnaître immédiatement, c'est les jeux de stratégie à temps réel. Et le premier jeu, c'est donc la série des Age of Empires. La série des Age of Empires que beaucoup d'entre vous sûrement connaissent déjà. Il y a le premier qui se déroule à l'Antiquité, le deuxième qui se déroule au Moyen-Âge et le troisième qui se déroule à l'époque coloniale. Et le quatrième justement, qui vient de ressortir, qui lui aussi retourne au Moyen-Âge. Ensuite, nous avons les jeux Cossacks, qui sont des jeux pareils stratégie en temps réel, mais avec beaucoup plus d'unités. Et là, on a aussi plusieurs époques. Nous avons l'époque du XVIIIe siècle, l'époque napoléonienne. Ensuite, nous avons American Conquest, qui est un jeu de stratégie qui se déroule dans l'Amérique coloniale. Nous avons Company of Heroes, qui est un jeu de stratégie où on contrôle des escouades pendant la Seconde Guerre mondiale. On a Rise of Nations, qui prend le même concept que Age of Empires, mais qui l'étend sur le temps, sur plusieurs époques. On a plus récemment Ancestors Legacy, qui lui est un jeu de stratégie, mais vraiment plus militaire au Moyen-Âge. Et pour finir, nous avons Praetorians, qui est un jeu de stratégie sur l'Antiquité, fixé, concentré sur les Romains. Ensuite, un genre de jeu historique très apprécié, ce sont les city building. Alors, SimCity, c'est le papy de ce genre. J'y jouais moi à l'époque sur une disquette. Les disquettes, ceux qui ont moins de 20 ans, ils ne savent pas c'est quoi. Mais il y a eu dans les années 90 et au début des années 2000, un véritable âge d'or du city building historique, avec des titres vraiment exceptionnels. Alors, on a eu Pharaon, donc les city building c'est quoi? On doit gérer sa cité. Donc nous avons Pharaon à l'époque justement de l'Égypte ancienne. Il y a eu après aussi une expansion qui se déroule à l'époque de Cléopâtre. César, qui se déroule donc, comme son nom l'indique, à l'époque romaine. Tropico, qui est un peu particulier parce que vous contrôlez un dictateur, vous êtes à la place d'un dictateur sur une île des Caraïbes pendant la guerre froide. Vous avez Zeus, qui est un jeu de gestion
pendant la Grèce antique. La série des Anneaux, alors la série des Anneaux, là il y a plusieurs périodes. Ils ont un jeu qui se déroule au XVe siècle, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Ça c'est le premier, le deuxième et le dernier, Anno 1800, qui est sorti récemment. Ensuite, on a Banished, dont on va parler plus tard, qui est un jeu de survie, de gestion et de survie. Nous avons Dawn of Man qui se déroule à l'Antiquité ou au Néolithique, quelque chose qui est assez rare dans les jeux vidéo. Et on a récemment un jeu qui s'appelle Fondation, qui est pareil, un jeu de gestion médiéval, sans vraiment de cadre géographique bien précis. Et pour finir, un jeu de gestion qui est sorti récemment, qui est très très intéressant, qui s'appelle Sumerians, qui met en valeur la Mésopotamie et la civilisation sumère. Un dérivé de ce genre de jeu, c'est les Castle Sim. Castle Simulation, dont la série des Stronghold est emblématique. Là, il s'agit plutôt de fortifier votre ville, votre château, pour le défendre contre des pillages et attaques ennemies. Donc là, on a les Stronghold qui, à plusieurs périodes, et à l'époque des croisades, et voilà. Et le dernier qui se déroule en Asie. Ensuite, il y a aussi le genre des thrillers et horreurs, qui peuvent être des jeux historiques. C'est le cas, par exemple, de Détention. Détention, c'est un jeu d'horreur, on va dire, mais sous fond qui utilise beaucoup la terreur blanche à Taïwan. La terreur blanche à Taïwan, c'est quand il y a eu une répression énorme parmi les étudiants, les lycéens, quand il y avait la peur que la Chine envahisse Taïwan. Donc il y avait une répression qui s'appelait la terreur blanche, et ça sert de fond à ce jeu d'horreur, qui est très très bon, je vous le conseille. Dans le même genre, on a un jeu italien qui s'appelle Town of Light, qui lui se déroule dans un hôpital psychiatrique au début du XXe siècle, et qui aborde des thèmes difficiles aussi. Et pour finir, encore dans le même genre, on a Summer of 58, qui lui est un thriller dans un ancien camp de prisonniers soviétiques, et qui lui aborde la question des goulags. Et là, on arrive au genre que beaucoup connaissent, hein, le genre du jeu vidéo historique, c'est les FPS, c'est-à-dire les jeux de tir à la première personne. Et là c'est le festival. On a donc les fameux Call of Duty. Call of Duty, il y a eu beaucoup de jeux dans la Seconde Guerre mondiale. Ça a commencé par là, en 2003, après Medal of Honor, mais qui après a disparu. Donc Call of Duty, qui est venu plusieurs fois aborder la Seconde Guerre mondiale, et après aussi aborder la guerre froide, d'une certaine manière. Alors les Call of Duty, je ne vais pas en parler beaucoup, parce que bon, c'est une histoire un peu particulière, ça reflète beaucoup une certaine idéologie du patriotisme américain. On en parlera peut-être un peu après. Ensuite, on a les Battlefield, qui à la base étaient des jeux très multijoueurs, des jeux sur la Seconde Guerre mondiale, qui après eux aussi, ils ont fait une campagne, on peut y jouer en solo, avec une campagne très hollywoodienne, mais ils ont quelque chose d'assez particulier. Par exemple, Battlefield 5, Battlefield 5, ou V, je ne sais pas comment vous l'appelez, il a une campagne solo pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je crois que le mot nazi n'y est pas prononcé une seule fois. C'est un peu spécial quand même. Pareil pour Battlefield 1, où la campagne solo, au début, on n'y voit pas les Français. Pourtant, bon, c'était les Français contre les Allemands, mais ils ont décidé de se focaliser sur d'autres fronts. Et sur le front de l'Ouest, il n'y a pas des Français, on joue plutôt un Afro-Américain. Ensuite, on a une autre approche du jeu de tir, c'est les jeux de tir réalistes. Ça veut dire qu'ils essayent d'avoir une approche très réaliste, que ce soit au niveau de la balistique, des sensations de jeu. Et là, on a une série de jeux sur la Première Guerre mondiale, 3 jeux qui sont très intéressants. C'est des jeux multijoueurs seulement. C'est Verdun, qui donc se déroule sur le front à la Première Guerre mondiale, évidemment, hein, qui se déroule au front de l'Ouest. Il a Tannenberg, qui est sur le front de l'Est. Et quelque chose auquel je ne m'y attendais pas du tout, ils ont fait un 3e opus, Isonzo, qui se déroule sur le front italien de la Première Guerre mondiale, qui est pas du tout connu, et pourtant il y a eu pareil énormément de morts là-bas, entre l'Italie et l'Empire austro-hongrois. Et ça se déroule, comme vous le voyez, dans les montagnes. Ensuite, pareil, dans cette veine de jeux vidéo historiques qui veulent une approche réaliste, quelque chose d'assez brut, c'est Red Orchestra, qui est un jeu sur la Seconde Guerre mondiale, mais pareil, très réaliste, qui se déroule sur le front de l'Est, lui aussi jeu exclusivement multijoueur. Dans le même genre, on a récemment
Hell Let Loose, pareil. Postscriptum, pareil, des jeux qui se veulent fidèles historiquement, donc très difficiles, qui s'adressent à une niche et pas forcément faciles d'accès. Et on a aussi des jeux un peu différents qui sortent, donc comme Call of Juarez, qui est un jeu de tir qui se déroule dans le Far West américain. Un vieux jeu que je conseille qui était assez bon, qui s'appelle Brother in Arms, qui est un jeu de Seconde Guerre mondiale mais un peu plus tactique. Et récemment, il y a aussi une envie de dépasser ce cadre de la Première et Deuxième Guerre mondiale dans les jeux de tir. Et c'est pour ça qu'on a des jeux comme War of Rights, qui est un jeu donc, de tir multijoueur très axé simulation. Donc c'est vraiment des passionnés qui y jouent, et ils jouent vraiment leur rôle quand ils sont là-dedans. Il suffit de voir des parties, si vous n'êtes pas dans les rangs, on vous engueule au micro. Et ce genre de jeu, vraiment c'est très intéressant d'y jouer pour un historien, et pour ceux qui sont passionnés par l'époque. War of Rights, c'est donc pendant la guerre civile américaine, mais on a la même version Old Fast pendant les guerres napoléoniennes, et pendant la guerre d'indépendance américaine, qui s'appelle Prime Loads. Ensuite, on a le genre de jeu que moi j'aime pas du tout, des jeux historiques, c'est les simulations. Mais les pures simulations, hein, enfin, ou les simulations semi-arcade. On a par exemple World of Tanks, qui vous met dans un tank, et vous jouez un tank. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. On a pareil World of Warships, sauf que là, au lieu d'un tank, c'est un bateau. On a encore pire, des jeux de simu IL 1946 qui vous met dans des avions pendant la guerre froide. Ouais, c'est pas le délire de beaucoup de monde. Ensuite, nous avons des jeux comme Titanic VR. Alors là, c'est de la simulation un peu différente, et ça aborde une autre façon de jouer, donc avec le casque VR. Et là, on se retrouve donc, on peut explorer le Titanic et revivre les derniers moments du Titanic. Ouais, pendant que les gens coulent, voilà, c'est sympa. Et dans le même genre, mais encore vraiment très poussé, c'est Britannic qui, lui, ils ont vraiment fait un effort de reproduire presque, alors, fidèle historiquement le plus possible à un bateau qui était tout simplement le frère, enfin le petit frère du Titanic. Et il y a vraiment des passionnés, ils adorent ça, ils mettent leur casque et ils se baladent dans le bateau, ça les fait kiffer. Bon, il y en a des comme ça. Ensuite, on a le genre de jeux de stratégie-gestion, qui englobe beaucoup de jeux. On a par exemple Through the Darkest Times, qui propose de traiter de la résistance allemande, qui n'est pas très connue, la résistance allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, dès le début, dès l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933. J'ai failli dire une bêtise. Ensuite, nous avons Warsaw, qui est là un jeu de gestion stratégie qui se déroule donc à la fin, je crois, de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il s'agit d'organiser la révolte de Varsovie contre les nazis. Nous avons un jeu que j'ai découvert récemment, Quadriga, ouais, c'est ça, Quadriga, oui, c'est un jeu de gestion sur des courses à l'époque romaine. Voilà, comme quoi ça peut aborder vraiment n'importe quel thème. Ensuite, nous avons Shadow Tactics Blades of the Shogun, qui est un jeu de gestion stratégie au Japon, donc autre ambiance. Encore une autre ambiance, autre façon de jouer, Legionary Life, où il s'agit de gérer la vie d'un légionnaire pendant la République romaine. Expedition Vikings, un jeu de stratégie où on joue des vikings très énervés qui envahissent l'Angleterre. Et un autre jeu que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Help Will Come Tomorrow, qui est un jeu de survie qui se déroule sous fond révolutionnaire russe, pendant la révolution d'octobre, en Sibérie. Voilà, ils n'ont pas beaucoup de chance. Ensuite, on a mon genre préféré de jeux historiques, c'est les wargames, c'est ce qu'on appelle les grandes stratégies. Et là, Paradox, qui est un éditeur suédois, qui ont beaucoup de studios, c'est sa spécialité. Et il en a fait beaucoup. On a par exemple, donc, je ne sais pas si on voit là, on a Europa Universalis. Europa Universalis qui se déroule, je crois, 20 ans avant la chute de Constantinople, jusqu'en 1820. Et moi, par exemple, un de mes des parties favorites, c'est de prendre l'Empire byzantin qui est à 20 ans avant de s'effondrer et voir si je peux le sauver. Spoiler, j'y arrive jamais. Mais bon. Ensuite, on a Crusader Kings qui vous met à la tête d'un noble d'une dynastie au Moyen-Âge, et là c'est plus de vraiment gérer la politique.
Nous avons ensuite Victoria, qui est dans le même genre que Europa Universalis, mais pendant l'époque victorienne. Heart of Iron, qui se déroule à la Seconde Guerre mondiale et qui est très axé militaire, politique. C'est pas facile d'accès, mais c'est vraiment super intéressant pour comprendre l'aspect militaire de la Seconde Guerre mondiale. Et Imperator Rome, qui est Europa Universalis, à l'époque donc de l'Antiquité. Et ensuite, la série, ma série préférée de jeux vidéo historiques, après Age of Empires, qui est donc les Total War. Les Total War, c'est un jeu qui mélange donc cet aspect grand stratégie sur une carte et des batailles, des grandes batailles en temps réel. Et là, on en a beaucoup. On a Rome Total War, Medieval 2 Total War, Rome 2 Total War, Attila Total War, avec les noms, j'imagine que vous comprenez à quelle époque ça se passe. Empire Total War, qui lui se déroule donc au XVIIe, XVIIIe siècle. Napoléon Total War, Shogun 2 Total War, qui est mon préféré, qui se déroule donc évidemment au Japon. Total War Saga Thrones of Britannia, qui se déroule pendant les invasions vikings en Angleterre. Et récemment, un jeu vidéo, enfin un Total War assez sympa et passé un peu inaperçu, Total War Saga, Troy, qui remet en valeur donc la guerre de Troie. Voilà. Et le dernier, Total War Three Kingdoms, qui est donc un jeu qui se déroule pendant la guerre des Trois Royaumes en Chine. Et il y en a encore d'autres des jeux, parce que ça c'est les grosses productions, mais il y a aussi les Field of Glory, qui se déroule à l'Antiquité, mais c'est un peu plus abstrait, pas facile, très facile d'accès. Nous avons ensuite, comment ça s'appelle celui-là, Imperium Greek Wars, qui est un jeu relativement sympa que j'ai découvert récemment et qui se déroule juste à la prise de pouvoir par Philippe en Macédoine. Donc c'est vraiment un moment assez intéressant de l'histoire grecque. C'est un moment où est-ce qu'on ne sait pas si la Macédoine va encore réussir à s'imposer aux autres ou si vous allez réussir à la stopper. Et ensuite, nous avons des jeux là. Alors là, là au niveau graphisme, c'est du 2D, c'est très abstrait, mais c'est hyper intéressant. C'est Pre-Dynastic Egypt et Egypt All Kingdom, qui se déroulent justement, c'est au tour par tour, et vous incarnez donc un chef égyptien, et vous devez mener votre peuple jusqu'à l'unification de l'Égypte. Et pour finir, dans les jeux de stratégie, vous avez des jeux comme Ultimate Civil War Général, qui sont des jeux vidéo très abstraits, mais vraiment super intéressants pour ceux qui aiment vraiment la période de la guerre civile américaine. Ensuite, nous avons des jeux enquête-réflexion, comme Return of Obra Dinn, que je vous conseille vraiment. Return of Obra Dinn, ça se déroule donc au début du XIXe siècle, et il y a un bateau de la Compagnie des Indes orientales, le Obra Dinn, qui a disparu et qui revient vide. On ne sait pas où l'équipage est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et vous jouez le rôle d'un inspecteur, enfin d'un assureur, à l'époque, ouais, on appelait ça comme ça, un agent d'assurance. Et vous devez aller sur ce bateau et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment un super jeu, je vous conseille. Dans le même genre, nous avons... oui. Bien sûr. On a aussi donc Eleanor qui est le jeu de Rockstar. Rockstar, c'est l'éditeur un peu phare, très connu. Si je vous dis Rockstar, pour ceux qui connaissent un peu jeux vidéo, c'est ceux qui font les GTA. Et ils ont fait un jeu qui est passé un peu inaperçu, c'est Eleanor. Eleanor qui se déroule en 1947. Dans la ville de Los Angeles, sous fond donc de corruption, de début de guerre froide, vraiment un jeu narratif super, un jeu d'enquête. Ensuite, nous avons Papers, Please. Papers, Please, qui est un jeu de réflexion qui met le joueur dans la peau d'un agent d'immigration dans un pays de l'Est fictif pendant la guerre froide. Et là, en fait, c'est à vous de choisir qui va passer, qui va pas passer. Et chaque personnage a son histoire. Est-ce que vous allez le laisser passer ou pas? Mais il y aura des conséquences sur votre vie aussi. C'est vraiment un jeu très très intéressant de Lucas Pope. C'est un développeur indépendant qui fait tout seul ses jeux. Et c'est lui aussi qui a fait du coup Return of Obra Dinn, dont on a parlé avant. Et un autre jeu très très sympa, historique, c'est A Case of Distrust, qui est un jeu d'enquête qui se déroule à San Francisco dans les années 20 et qui met vraiment en avant cette période. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini la liste. Ensuite, nous avons les fameux 4X. Les 4X, donc les civilisations que beaucoup connaissent, dont on va parler après. Les civilisations. Récemment, il y a aussi un développeur français qui s'y est mis avec Humankind.
Nous avons ensuite les visual novels, les jeux narratifs et point and click, comme 11-11 Memories Retold, qui a avec cette patte graphique peint à l'aquarelle et qui essaie de mettre en avant des histoires un peu plus intimes pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, nous avons le célèbre Soldat inconnu de Ubisoft pendant la Première Guerre mondiale. Un autre jeu très intéressant et méconnu qui s'appelle Attentat 1942, qui est un jeu mi-jeu, mi-documentaire sur la résistance tchèque pendant la Seconde Guerre mondiale, que je vous invite aussi à découvrir. Et ensuite, on a aussi des jeux, des point and click, qui se servent de l'histoire, mais de façon comique, comme For Last Things, qui utilise des tableaux de façon drôle, hein, avec une histoire derrière. Et il a fait la même chose avec The Procession of Cavalry. Et pour finir, dans ce même genre, on a Astrologaster, qui est un jeu narratif comique, au temps de Shakespeare, où on joue un charlatan qui a vraiment existé, qui s'appelle Simon Forman, et qui guérissait les gens avec l'astrologie. Déjà à l'époque, il y avait des arnaqueurs comme ça. Ensuite, on a les jeux d'infiltration, et là je vais en citer que deux, très très connus. On a les Metal Gear Solid, qui utilisent la guerre froide comme fond, sur fond, comme décor. Incroyable jeu. Et pour finir, The Saboteur, qui se déroule lui à Paris pendant l'occupation, où vous jouez un résistant, quelqu'un qui aide la résistance française, puisque vous jouez un mécanicien et un pilote irlandais aux côtés de la résistance française, parce que c'est un jeu qui a été développé par des Américains, donc c'est impossible que le héros soit français, hein. Il faut forcément qu'ils mettent quelqu'un d'autre. Et pour finir, on a bientôt fini avec la liste des jeux, c'est les jeux vidéo d'action-aventure. Ça, c'est les jeux vidéo historiques probablement les plus connus avec les jeux vidéo stratégie. On a Assassin's Creed, que vous connaissez, dont on va voir après, qui a abordé beaucoup de périodes. Vous voyez plusieurs personnages de la série, qui va donc de l'Antiquité grecque, l'Antiquité égyptienne, qui passe par les croisades, la guerre d'indépendance américaine, plein de périodes. Ensuite, on a la série des mafias, en 3 parties, qui se déroulent la première partie donc dans les années 30, la deuxième partie dans les années 50 et la troisième partie dans les années 60. Donc les 2 premiers à New York et le troisième dans les bayous à New Orleans. Et ça aborde aussi des thèmes comme le racisme et la ségrégation. C'est des jeux très intéressants aussi. Et ensuite, on a Kingdom Come Deliverance, qui est un jeu qui se revendique très fidèle historiquement. C'est un jeu vidéo tchèque, il me semble, ouais, tchèque. Ils ont fait donc un RPG, un jeu d'action en Bohème, hein, la Bohème, une petite région de la République tchèque. Ils ont essayé de recréer le plus fidèlement possible cette région. C'était un de leurs arguments. Ça leur a d'ailleurs posé il y a eu quelques polémiques, peut-être qu'on reviendra après dessus. Et un jeu français, A Plague Tale of Innocence, qui est un jeu là d'aventure où on joue une fille de noble qui doit protéger son petit frère. Il y a eu des péripéties et elle doit protéger son petit frère de l'Inquisition, et tout ça au milieu de la peste noire et de la guerre de 100 ans. Ils n'ont pas beaucoup de chance, ça fait beaucoup. Un jeu particulier, Far Cry Primal, qui met en avant la période du néolithique, quelque chose de pas très commun. Un jeu sorti récemment, Ghost of Tsushima, lui aussi qui met une époque et une région pas forcément abordée dans les jeux vidéo d'habitude, qui est donc là le Japon. Et Ghost of Tsushima, c'est un jeu qui se déroule donc à Tsushima, qui est une île japonaise proche de la Corée, pendant la première invasion mongole du Japon. Et pour finir, le super jeu Red Dead Redemption, qui se déroule donc à la fin de la conquête de l'Ouest et qui remet en scène le Far West, à la fois le Far West qu'on a eu dans les films, mais aussi avec une vraie histoire derrière. Donc, on va maintenant parler de comment fonctionnent les jeux vidéo historiques. Dans le jeu vidéo, vous êtes un acteur et non un simple téléspectateur. La relation entre l'utilisateur et le média change. L'interactivité du jeu vidéo promet une relation unique avec l'histoire. Et je vais d'abord expliquer quelque chose. Il y a une différence entre une représentation historique, fidèle, et une simulation historique. Une représentation, elle est fixe. Elle relaie des événements, des causes et des effets dans un cadre fixe. Dans le cadre de la discipline historique, elle relaie ces événements avec le support de sources et un travail de recherche. Une simulation historique,
dans le cas du jeu vidéo, elle est différente. Elle reproduit un certain modèle et demande l'interactivité du joueur qui va changer le monde. Cette interactivité, elle donne lieu à des nouveaux problèmes, à des choix, à des actions, à des conséquences qui seront différents de la réalité historique, vu qu'on joue avec le passé et qu'on change le passé. Dans les Total War, par exemple, le joueur il prend le rôle d'un leader politique et militaire. Il s'agit là de bâtir un empire, de gérer de l'économie, de gérer la production, les cités, les recherches technologiques, faire du commerce, de la diplomatie et surtout contrôler des armées. Les actions du joueur et ses choix font partie du gameplay. Il s'agit de bouger les armées, fixer des taxes, livrer une bataille, annexer tel territoire. Cela simule certaines actions historiques qu'auraient pu prendre d'anciens leaders à l'époque du jeu, à l'époque que le jeu met en scène, et que le joueur, lui, a décidé de prendre. Dans les civilisations, le joueur contrôle le développement d'une civilisation sur le temps long, depuis ses origines jusqu'à un futur proche, il me semble que c'est 2050 ou 2100, je ne me souviens plus. Là, le joueur, il choisit où il va construire sa première ville, sa capitale, quelles ressources il va exploiter, sur quel terrain, quelle technologie développer, aller dans quelle direction idéologique, quoi développer, quoi construire, avec qui faire du commerce, avec qui faire de la diplomatie et avec qui faire la guerre. Sauf que civilisation, c'est un peu plus abstrait que les Total War. Les Total War, c'est dans un cadre bien précis, alors que les civilisations, c'est abstrait. On verra après pourquoi. Et ensuite, dans un Red Dead Redemption, par exemple, qui est un jeu d'action-aventure, là, c'est complètement différent. C'est le joueur qui contrôle un personnage fictif qui s'appelle Arthur Morgan. Et là, vous êtes libre d'explorer le Far West américain en suivant l'excellent scénario du jeu. Un petit coup d'eau parce que... Ah, ça va mieux. Développer des jeux historiques demande un certain niveau d'exigence et d'obligation. Il y a des sources historiques, primaires et secondaires. Donc, pour les jeux vidéo historiques, il s'agit d'être fidèle historiquement. Mais plus qu'être fidèle historiquement, il s'agit surtout d'être crédible et authentique. Il faut faire donc d'importantes recherches. Il y a beaucoup de jeux historiques où les développeurs utilisent des équipes d'historiens. Par exemple, au fil des opus, Ubisoft a véritablement mis un point d'honneur à recréer de façon authentique, pas toujours réaliste, mais c'est pas exactement la même chose, de façon authentique, le passé. Ils vont parfois très loin, et jusqu'à recréer fidèlement des monuments comme Hagia Sophia à Constantinople. Comme vous voyez, ils l'ont recréé parfaitement, ou plus récemment Notre-Dame, dans Assassin's Creed Unity. Dans les Assassin's Creed, il y a aussi des personnages historiques qui ont vraiment existé. Hein, vous côtoyez des gens comme justement Robespierre, Washington. Au moment où se déroule le jeu, ils ont vraiment existé. Sauf qu'ils sont, dans Assassin's Creed, ils sont au service du scénario du jeu. Par exemple, dans Assassin's Creed 2, le joueur contrôle un personnage qui s'appelle Ezio Auditore et il devient un ami proche de Da Vinci qui, lui, confectionne quelques inventions. Bon, autant vous dire, ça s'est pas passé. C'est au service du jeu, du scénario du jeu. Civilisation, lui, il a une autre approche. Les développeurs, ils ont utilisé des concepts historiques très connus, très larges, une histoire globale et populaire, avec parfois des clichés sur chaque faction, chaque civilisation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de se baser sur les connaissances historiques des développeurs. Ils n'ont pas voulu faire appel à des historiens. Bon, des fois, ils essaient de ne pas dire trop de bêtises, mais c'est les connaissances historiques des développeurs et ils considèrent que c'est un peu ce que tout le monde connaît de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent des concepts simples et immédiatement reconnaissables. En tout, il y a vraiment plusieurs façons d'utiliser l'histoire dans les jeux vidéo. Alors simplement, entre guillemets, comme décor, à créer une ambiance particulière. D'autres utilisent l'histoire avec un véritable impact sur le gameplay, sur la façon de jouer. Il y a des jeux qui vont utiliser de la micro-histoire, ça veut dire quelque chose au niveau très petit, au niveau de l'histoire, comme Return of the Obra Dinn, et d'autres qui vont utiliser de la macro-histoire, comme les grands jeux de stratégie. Alors, quels sont les points faibles, entre guillemets, les limites des jeux vidéo historiques ? Eh ben, les limites, c'est quelle est l'intention derrière un jeu vidéo historique ? L'objectif premier du jeu vidéo, c'est quoi ? L'objectif premier du jeu vidéo et des développeurs, c'est d'avoir un succès commercial, c'est d'être vendu. Comment ?
Et bah, avec beaucoup de joueurs peuvent me répondre, hein, avec un bon gameplay ou un bon scénario, de préférence les deux, en faisant des choix intéressants avec des conséquences sur le monde dans lequel on joue. Situer le jeu dans le passé, ça fait appel à des connaissances, même vagues, à des images, à une certaine représentation familière du passé. Si je vous dis Antiquité grecque, il y a des images qui vous viennent à la tête. Si je vous dis Moyen-Âge, il y a des images qui vous viennent à la tête. Donc c'est à la fois c'est réconfortant et excitant à la fois pour les joueurs et les développeurs. Mais il y a quand même un danger quand on fait des jeux historiques. Si le jeu est trop complexe en étant trop réaliste ou trop fidèle, il risque de perdre le joueur. Trop de détails tue le fun. C'est la règle dans le jeu. Il faut un certain équilibre. Donc dans les jeux vidéo historiques, il y a un travail de simplification, un processus de caricature, d'abstraction. C'est ce qu'on appelle, certains appellent ça la caricature de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'une caricature, ça a des gros traits, c'est plus facile à manipuler. Et une caricature de l'histoire, eh ben, une histoire simplifiée, c'est fait pour mieux mettre en avant des concepts ou des points bien précis que les développeurs ont voulu mettre en avant. Hein. Ça se concentre sur ce que les développeurs, par exemple, s'ils ont voulu mettre en avant le gameplay, ben, c'est plus facile avec une histoire simplifiée. Le côté ludique du jeu vidéo, là, il pose un challenge à la dose de réalisme historique dans le jeu vidéo. Le pur réalisme et la fidélité historique vont contre l'amusement, contre l'idée même du jeu vidéo. Donc on ne peut pas avoir une représentation parfaite du passé. Comme dans les films qui changent les faits pour avoir une meilleure histoire. Si je vous donne un exemple très très connu, c'est Gladiator. Je veux dire, à la fin de Gladiator, Maximus tue l'empereur Commode dans le Colisée. Spoiler, c'est jamais arrivé. Hein. Ils ont complètement refait l'histoire parce que ça fait une meilleure histoire, ça fait un meilleur film. Et ben, c'est pareil, l'hyperréalisme, des fois il empêche d'avoir un meilleur jeu. Donc il y a souvent des anachronismes ou des erreurs historiques dans les jeux. Et dans pas mal de cas, ces erreurs, justement, elles sont voulues, car elles sont là pour améliorer l'expérience de jeu. Alors, dans Assassin's Creed, il y a eu une polémique, une mini-polémique, enfin il y en a eu plusieurs, mais il y a eu une petite polémique avec le fait qu'il y ait des drapeaux bleu, blanc, rouge en 1789, et ces drapeaux, ils n'étaient pas forcément là à ce moment-là. Mais Ubisoft les a mis. Pourquoi? Parce que Ubisoft, en faisant le jeu Assassin's Creed Unity, s'adresse à un public mondial. Et le public mondial, et pas seulement les Français, quand ils pensent Révolution, quand ils pensent France, ils pensent le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc ils ont mis le drapeau bleu, blanc, rouge pour un souci de clarté au niveau de l'audience mondiale. Pareil pour des jeux comme Total War, la série des Total War par The Creative Assembly. Et ils ont fait des trucs qui, franchement, sont pas du tout fidèles historiquement. Ils ont fait, par exemple, on peut avoir des unités de gladiateurs. C'est-à-dire, au milieu du champ de bataille, vous avez des gladiateurs. Bon, c'est pas arrivé. Et bah, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre, ces développeurs? Et à tous ceux qui disent, ah oui, c'est pas vraiment comme ça, dans l'histoire et tout, ils vont répondre qu'ils vont toujours sacrifier la fidélité historique d'un jeu pour une meilleure jouabilité, pour plus de fun, pour plus de clarté. C'est la règle du jeu vidéo. Il s'agit donc vraiment il faut que ça améliore les mécaniques du jeu. Il y a un conflit entre les règles du game design et de l'histoire académique. L'histoire académique, elle est pensée dans le but de connaissance, de compréhension, d'analyse. Les jeux vidéo, eux, sont faits pour être joués. La jouabilité, elle est plus forte que l'histoire. Le jeu, ça reste un jeu. Le joueur n'est pas là pour apprendre l'histoire, mais pour battre une intelligence artificielle ou un algorithme. Donc la fidélité historique, elle est clairement, dans la plupart des cas, un ingrédient marketing. Il est vrai que Assassin's Creed, par exemple, plus que n'importe quel autre jeu, peut vraiment nous immerger dans l'histoire. Mais attention, comme nous l'avons expliqué avant, dans la partie sur ce qu'est l'histoire, c'est un produit de ces développeurs qui ont choisi une histoire particulière, une interprétation de l'histoire particulière, et un récit historique en particulier. Il n'y a pas de vérité absolue en histoire. Il y a aussi un risque qu'on voit souvent de plus en plus dans les jeux vidéo historiques, c'est de transférer nos normes et nos valeurs présentes pour comprendre et juger les actions de nos ancêtres. C'est ce qu'on appelle le passé dans le présent ou le présent dans le passé. Et un autre problème, une autre limite dans le jeu vidéo, c'est qui sont inévitablement liés à une idéologie. Tous les jeux. Dans la plupart des cas, de façon inconsciente.
d'autres fois de façon un peu plus consciente, comme les Call of Duty ou d'autres jeux vidéo dans ce genre-là. Mais les jeux vidéo historiques, ils reflètent quand même la vision du passé qu'ont les développeurs, avec leurs outils du présent. Les idéologies dans les jeux vidéo, elles sont rarement explicites. Alors c'est important justement de toujours les repérer et d'avoir un esprit critique quand vous jouez. Je sais, c'est compliqué, quand vous jouez, vous voulez... c'est comme quand on regarde un film, on veut être tranquille, mais gardez quand même un petit esprit critique. Ça veut dire les informations qu'on vous donne, les informations historiques qu'on vous donne, ne les prenez pas pour argent comptant. Parce que à la fin, comme je dis, les développeurs, ils apportent leur vision du passé dans les jeux. Par exemple, dans Civilisation, il y a vraiment, en tout cas dans les premiers, un vrai déterminisme géographique et une approche assez occidentale de l'histoire. Alors c'est quoi les points forts des jeux vidéo historiques? Alors moi, l'un des plus grands points forts, je le résume en 4 mots, c'est 4 mots, oui, c'est faire mieux que César. Voilà, ça c'est les 4 mots. Les jeux vidéo historiques, c'est ça, c'est faire mieux que César. Est-ce que moi, j'aurais pu faire mieux que César? L'interactivité, elle permet aux joueurs d'expérimenter une conscience historique et de prendre des décisions avec des conséquences. C'est la plus grande force du jeu vidéo. En imposant des contraintes et des règles, le jeu vidéo reproduit des choix et des conséquences qu'ont eu les acteurs de notre passé. L'interactivité du joueur dans un ensemble de règles apprend aux joueurs que des actions possibles aujourd'hui ne l'étaient pas forcément à l'époque, et explique ainsi pourquoi certains événements historiques se sont déroulés ainsi et pas autrement. C'est à ce niveau-là que les jeux historiques offrent leur plus grande leçon sur l'histoire. En construisant un passé virtuel et garantissant l'interactivité du joueur avec, le jeu vidéo devient le médium idéal pour enseigner que l'histoire est une addition de choix, de hasard, d'accidents, de rapports de force et bien d'autres choses. Un autre point fort du jeu vidéo, comme Assassin's Creed, Red Dead Redemption ou Ghost of Tsushima, c'est quand ils recréent ces mondes ouverts magnifiques, c'est leur capacité à recréer une ambiance, un monde ancien, à nous immerger vraiment dans le passé. Il y a ce genre de jeu, moi par exemple Assassin's Creed d'origine, je peux passer des heures et des heures, pas forcément à jouer le jeu, mais juste à me balader et à apprécier la reconstruction historique qu'ont fait les développeurs. Alors là, on va arriver à la question fatidique. Est-ce qu'on peut apprendre l'histoire avec les jeux vidéo? Alors tout d'abord, les jeux vidéo, c'est une autre façon d'apprendre. C'est une autre façon d'apprendre. Il y a un débat autour de la valeur historique des jeux vidéo, ça, il y a toujours un débat, je ne vais pas clore le débat, mais on ne peut pas nier, par exemple, que les jeux vidéo, ils ont popularisé l'histoire plus que jamais. Les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est très présent dans notre culture, il y a des centaines de millions de copies partout dans le monde, il y a des gens qui jouent des dizaines et des centaines d'heures, et les jeux, en tout cas, ils ont changé notre façon de penser et notre façon d'apprendre. Notre génération, ma génération, est la première à être considérée comme la Games Generation ou l'Homo Ludus, comme dirait Hideo Kojima, qui est un très grand créateur de jeux vidéo. Les médias traditionnels ne sont pas les plus idéaux ou les plus efficaces pour cette génération. Attention, et ça veut dire, je dis pas que il faut écarter les livres, au contraire. Ils restent nécessaires, mais ils doivent se complémenter avec autre chose. Les jeunes aujourd'hui veulent un médium rapide, efficace, amusant et visuel, qui les laisse explorer, qui les laisse interagir, avoir un rôle actif dans l'apprentissage, plutôt que passif. Ça vous rappelle quelque chose, le jeu vidéo. Avec chaque nouvelle génération, cela va se renforcer. Les méthodes d'apprentissage vont devoir évoluer et le jeu vidéo historique va prendre une place de plus en plus importante. Alors, est-ce que le conflit entre le côté ludique des jeux et l'histoire rend les jeux incompatibles avec l'enseignement? Puisque même la plus fidèle simulation historique est condamnée puisqu'elle donne aux joueurs la liberté d'explorer, la liberté de contredire ou de changer une réalité historique. Mais en même temps, ce sont les mécaniques du jeu qui nous aident à mieux comprendre l'histoire. Interagir avec le passé, c'est ce qui le rend intéressant. C'est peut-être moins fidèle, mais ça reste authentique. Ça permet aux joueurs de voir, ça permet aux joueurs d'apprécier, ça permet aux joueurs de comprendre l'histoire. Les jeux vidéo, ils permettent de faire réaliser aux joueurs que de la même façon qu'ils peuvent faire des choix dans leur présent, avec des potentielles conséquences pour chaque choix, eh bien c'était la même chose pour nos ancêtres.
L'interactivité et les mécaniques du jeu inculquent aux joueurs une compréhension de nombreuses possibilités alternatives d'un événement historique. Un événement historique aurait pu se passer de plein de façons différentes. Et là, avec le jeu vidéo, le joueur y comprend la notion de causalité. Il devient le médium idéal pour comprendre la contingence. La contingence, c'est ce qui aurait pu ou pas arriver et pourquoi. Le jeu vidéo, c'est aussi une façon différente d'aborder et d'apprécier l'histoire. L'histoire, c'est pas seulement des faits et des dates. Le joueur, il est dans une position d'un agent historique et il se pose la question. Moi, avec ces circonstances, qu'est-ce que je vais faire, moi? Les décisions, même si elles semblent d'abord insignifiantes, elles ont toujours influencé l'histoire. Et cette habilité d'offrir un choix avec des conséquences, elle met en valeur le jeu vidéo et sa relation avec l'histoire par rapport à d'autres médiums. Les jeux, ils permettent donc de renforcer la compréhension de l'histoire comme un processus plutôt qu'un grand récit distant, soi-disant objectif, un récit figé de faits, de grands hommes et l'action de ces grands hommes. L'histoire, c'est pas seulement l'histoire des grands hommes, en déplaise à certains, et l'histoire, elle n'est pas déterministe. Certains jeux nous aident justement à penser comme un historien, d'avoir une conscience historique, une pensée historienne. Cela permet aux joueurs de voir comment le passé aurait pu se dérouler autrement. Cela permet de mieux comprendre les causes et essayer d'imaginer qu'est-ce qui aurait pu se passer si les causes étaient absentes ou différentes. Très important parce que les décisions que vous prenez ou que nos politiques prennent, c'est la même chose. C'est la même chose. Elles sont basées en imaginant des potentielles conséquences. Donc ça fait sens de comparer les conséquences actuelles de ce que nous avons fait dans le passé avec les possibles conséquences de ce que nous aurions pu faire dans le passé. Et c'est ce que les jeux vidéo nous aident à faire. Le rôle de l'historien, c'est aussi parfois donc d'explorer ces mondes parallèles. Ensuite, est-ce qu'on peut apprendre l'histoire avec le jeu vidéo? Il faut dire qu'il y a une certaine évolution des jeux vidéo. Les développeurs, aujourd'hui, ils ne veulent pas voir, enfin pas tous, mais certains développeurs ne veulent pas voir leur jeu juste comme un terrain de jeu. Il y a un désir de mettre en avant leur jeu en traitant de sujets sérieux et difficiles. Pourquoi? Parce que les événements les plus représentés restent encore aujourd'hui des guerres, souvent la Deuxième Guerre mondiale, mais ça change petit à petit. Par exemple, un jeu qui est sorti, qui est lui passé vraiment inaperçu, c'est 1979, qui est sorti en 2015, qui nous permet d'incarner un Iranien, journaliste iranien pendant la révolution iranienne. Voilà, un thème qui est vraiment pas abordé, même au cinéma. Il reste quand même quelques tabous et des choses difficiles à retranscrire dans un jeu vraiment de le jouer. Par exemple, la Shoah, par exemple, c'est très difficile de le mettre en avant en tant que jeu. C'est compliqué. Ça ne veut pas dire que les jeux vidéo, ils abordent pas ces thèmes comme la Shoah ou l'esclavage, mais ils les abordent pas de façon ludique. Ils les abordent plutôt au travers du scénario ou avec une cinématique. Avec le jeu vidéo, récemment, il y a eu une inspiration d'aller au-delà du simple amusement. C'est aussi de l'apprentissage. Ubisoft, justement, avec ses Discovery Tours, veut mettre ça en avant. Les jeux vidéo, il faut dire aussi qu'ils ont évolué, leur public a évolué. Ils s'adressent principalement aujourd'hui aux adultes. Si vous regardez des publicités de jeux vidéo dans les années 90, ça s'adressait à des enfants, à ma génération. Mais cette génération, elle a grandi, le public du jeu vidéo a grandi, est devenu beaucoup plus mature, et ça se ressent justement aujourd'hui dans les jeux vidéo. Alors certes, l'objectif principal des jeux vidéo, c'est toujours de s'amuser, mais il faut maintenant une certaine dose d'authenticité, une certaine dose de sérieux. Pas dans tous les jeux vidéo, dans certains jeux. C'est pour ça que nous avons récemment les Discovery Tours d'Assassin's Creed, mais aussi avec le dernier jeu Age of Empires 4. Je remercie d'ailleurs Xbox France aussi de nous avoir fourni la clé, qui a mis en avant des documentaires dans son jeu. Il y a des documentaires très, très intéressants pendant la campagne, parce qu'il y a une campagne solo autour des Mongols et des Russes, et des Français et des Anglais, si je ne dis pas de bêtises, et pendant que, entre deux parties, vous avez ces documentaires qui vous en apprennent plus sur la période. Mais les Discovery Tours et ces documentaires, bien qu'ils soient super intéressants,
il pose quand même un petit problème, un petit souci, c'est que c'est un peu un aveu d'échec. Ça veut dire que pour apprendre, pour eux, l'histoire, dans un jeu vidéo, il faut poser la manette. Il faut redevenir passif. Ça, c'est un petit souci. Ensuite, est-ce qu'on peut apprendre l'histoire avec les jeux vidéo? Dans le futur, peut-être, parce qu'il y a l'émergence de ce qu'on appelle les serious games. Les serious games, c'est des jeux qui sont développés soit par des institutions comme des universités ou des ONG, donc c'est des jeux qui n'ont pas une logique commerciale derrière. Ils ne veulent pas être vendus, ces jeux. Donc ça leur enlève un poids. Et donc ces jeux, ils ont une intention différente. C'est de la pédagogie, c'est d'apprendre en jouant. Donc le but initial dans les serious games, c'est d'apprendre, et le second, c'est de s'amuser. Donc peut-être que dans le futur, on verra de plus en plus ce genre de jeux se populariser, notamment dans les écoles. Ensuite, je vais vous donner, pour finir là-dessus, deux exemples concrets de comment les jeux vidéo historiques m'ont, moi, appris quelque chose de l'histoire. Alors, les city building, comme on l'a vu avant, le genre de jeux comme Pharaon, César, sont particulièrement intéressants pour prendre l'histoire, hein. Il s'agit là de gérer une cité. Il n'y a pas ou peu de conflits militaires. Il n'y a pas vraiment d'ennemis. Le challenge, c'est de gérer sa cité, gérer une société qui fonctionne, trouver un équilibre, naviguer entre les problèmes. Et s'il y a un jeu qui m'a fait comprendre la difficulté du passé, c'est bel et bien Banished, le jeu de gestion Banished. Banished, c'est un jeu indé qui est sorti en 2014, qui est développé par un seul homme, au passage, et qui a reçu des très bonnes critiques pour une très bonne raison, parce que c'est un excellent jeu que je vous conseille. Et je vais vous montrer comment il m'a appris des choses, Banished. Le but de Banished, c'est simple, c'est de créer un village en Amérique au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'est vague, c'est pas précisé, et le but, c'est tout simplement de construire ce village et survivre. Le concept est simple. Il n'y a pas des milliers de citoyens à gérer, ou seulement quelques dizaines, maximum quelques centaines. Le challenge, c'est que l'ennemi, c'est pas des hordes d'Indiens, c'est la nature implacable. C'est la dure réalité de l'hiver et de la survie. La première fois que vous allez jouer à Banished, vous allez réaliser à quel point c'était difficile à l'époque. Moi, je me souviens d'une de mes premières parties, de ma première partie. Moi, j'étais là, non, moi, les city building, je connais, tranquille, j'en ai fait déjà des dizaines. Donc, j'ai commencé à construire mon village, j'avais mes petits cabanons, je pensais que tout allait bien, tranquille. Je me dis, bah, pourquoi les gens disent que ce jeu il est difficile? Et puis, voilà ce qui est arrivé. Il y a les premiers flocons de neige qui sont arrivés, l'hiver est arrivé en avance, et ça a détruit toutes mes plantations. Et là, j'ai eu tous mes fermiers qui sont tombés comme des mouches, un par un, par la famine. Tous. Et c'est justement Banished qui m'a rappelé la triste réalité historique. La triste réalité historique de la vie à la campagne, de la vie agraire, de la vie tout court avant nos révolutions technologiques, avant le progrès de la science, avant le progrès de la médecine qui nous ont amené un certain confort. Il y a une tendance aujourd'hui, qui est pas nouvelle, c'est de romancer notre passé, et il y a surtout cette façon de romancer notre passé, le passé de nos ancêtres par rapport à la nature, à leur rapport à la nature. Comme quoi les hommes et les femmes avaient avant un rapport direct avec la nature, qu'ils vivaient au rythme des saisons, qu'ils mangeaient des légumes bio, des fruits bio, qu'ils n'avaient pas de cancer, blablabla, blablabla. Bah, Banished, ça va vite vous faire éclater cette illusion. Vivre avec les saisons, c'était dur. L'agriculture avant les révolutions technologiques, c'était dur. Voir mes plantations partir en fumée comme ça, tout d'un coup, avec l'hiver, ça m'a fait ressentir à un degré moindre, mais quand même la même chose, la même frustration, la même panique, la même tristesse qu'avaient nos ancêtres. Ça m'a donné un avant-goût de ce qu'ont pu expérimenter, donc nos ancêtres, dans le passé, lors de grandes périodes de famine. Un autre jeu qui m'a appris quelque chose, beaucoup même, malgré, il a plein d'erreurs historiques, mais il m'a appris beaucoup de choses, c'est Age of Empires. Age of Empires, le premier, qui est sorti donc en 97. Si je vous dis Age of Empires, ça m'a fait comprendre, ça m'a fait vraiment... J'ai étudié par exemple un historien qui s'appelle Gordon Clyde, qui est un archéologue historien australien très, très connu du début du XXe siècle. Et il avait cette théorie, un concept, que les sociétés se développent et évoluent au fil du temps grâce à des transformations technologiques.
et il avait cette célèbre théorie de la révolution néolithique. La révolution néolithique, c'est quoi? Je vais vous le faire très bref. C'est une révolution qui a donné l'homme, donc l'homo sapiens, contrôle sur son approvisionnement en nourriture. Les hommes sont passés de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs en cultivant des plantes et en élevant des animaux. Ça a fait un boom dans la population, parce que plus de nourriture. Et le boom dans la population a produit des transformations, parce que plus de gens, des transformations profondes dans la société et l'organisation de notre société. Ça a aussi transformé notre rapport à la nature et ça a demandé des évolutions technologiques et techniques, des spécialisations des gens, c'est l'apparition donc des guerriers, l'apparition des guerriers professionnels, des prêtres et compagnie. Et bam, ça a donné les premières civilisations. Ça, c'est la révolution, je vous l'ai fait en très très brève. Et ben le Age of Empires, le premier, c'était exactement ça, mais en accéléré. On commence à l'âge de pierre, dans Age of Empires, on se développe rapidement via une gestion intelligente de nos ressources. Au début, on est des chasseurs-cueilleurs, puis on évolue en faisant des greniers et des fermes, et en élevant des animaux. Plus de ressources, donc on peut supporter des guerriers, des soldats professionnels qui ne vont pas être dans les champs, qui vont être dédiés à la guerre, des personnes non productives, et ainsi de suite. La limite de la population, elle augmente. En plus, après, on peut se permettre des inventions, des nouvelles technologies qui en appellent à d'autres sans cesse. Et Age of Empires, ça fait exactement ça. Ça montre que l'histoire, c'est pas statique, qu'elle est en mouvement, que les changements en histoire ne sont pas le fait de grands hommes. Il n'y a pas de grands hommes dans Age of Empires. Vous voyez, c'est des petits soldats, on ne les voit pas, ou des petits personnages, on ne les voit pas. Il n'y a pas de grands hommes. Donc, l'histoire, c'est un complexe processus, une relation sophistiquée entre société, technologie et ressources. Alors, pour finir, je vais vous rappeler quelques points, c'est que l'objectif d'un jeu vidéo, même historique, c'est de se vendre. Pour se vendre, le jeu il doit être bon, pas une reproduction fidèle de l'histoire. Ça ne l'intéresse pas. Le jeu, il doit être surtout et avant tout un jeu amusant. Les développeurs ne vont pas hésiter donc à sacrifier le réalisme pour le fun. Ça, c'est la règle d'or. Ensuite, attention, ça ne veut pas dire que les jeux vidéo ne peuvent pas être ou faire de l'histoire. On doit juste juger les jeux vidéo de façon différente pour ce qu'ils savent faire. Pas sur une reproduction fidèle et 100% réaliste de l'histoire. C'est pas ça le jeu vidéo. Le jeu vidéo, en tant qu'histoire, il a d'autres qualités à faire valoir. Les jeux vidéo sont une forme particulière de l'histoire publique. Ils invitent le joueur, le public donc, à jouer avec le passé, à entrer dans un espace historique virtuel, avec des problèmes historiques à résoudre, des problèmes que nos ancêtres ont fait face. Il permet aux joueurs d'avoir un rôle actif, de simuler le passé, d'interagir avec ce passé, d'analyser et même critiquer parfois la vision des créateurs de ce passé. Il y a des sites entiers, des blogs entiers justement de passionnés qui critiquent ou qui analysent la reproduction, la représentation du passé dans certains jeux. Les jeux vidéo, que ce soit une forme d'histoire, il y a un débat. Ça, c'est clair. Mais il n'y a pas doute aussi que les jeux vidéo ont ramené des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de joueurs vers l'histoire. Plus que n'importe quel autre médium, plus que les films ou les séries, ce sont les jeux vidéo, ces dernières années, qui ont popularisé l'histoire. Ils ont encouragé des milliers de joueurs à approfondir leurs connaissances, à lire des bouquins d'histoire, à prendre des classes, à aller peut-être même à l'université. Si moi j'ai fait des études d'histoire, c'est en partie à cause des jeux vidéo. Même en grande partie même. Assassin's Creed, par exemple, c'est très connu. Les Assassin's Creed, à chaque fois qu'ils sortent, il y a un engouement des joueurs pour la période dont le jeu met en scène. À chaque fois, il y a plein de bouquins qui se vendent parce que justement Assassin's Creed sort et les joueurs se disent « Ah, ça m'intéresse beaucoup, donc je vais en apprendre plus, je vais aller encore plus loin. » Et donc il faut encourager les gens à jouer aux jeux vidéo historiques. Parce que c'est une possibilité d'améliorer et d'étendre sa compréhension de l'histoire. C'est pas seulement pour les joueurs, c'est pas seulement pour les étudiants. Les jeux vidéo historiques, les jeux vidéo en général, c'est pour tout le monde. Pour moi, les jeux vidéo, c'est une forme de pratique populaire de l'histoire, puisqu'elle est ouverte à tout le monde.
Est-ce que les jeux vidéo permettent d'apprendre l'histoire? La réponse est encore nuancée aujourd'hui. Est-ce que les jeux vidéo, par contre, nous permettent de mieux comprendre l'histoire? Clairement. Et c'est ça le plus important. Merci. Je crois que maintenant, on va passer à la partie intéressante. Ah oui, d'abord les questions. Vous avez des questions? Je crois que le monsieur en rouge, il a une question. T'as une question? Le micro ne marche pas. Les micros ne marchent pas, les micros pour le public. Mais si vous parlez assez fort, peut-être que je peux entendre la question. Ah, ils l'entendront pas, d'accord. Bien sûr. Ωραία, να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις από... Nous allons commencer par les questions qui sont posées sur les médias sociaux. Une question concerne la question des sous-titres dans les jeux vidéo. Une question, comment comprendre l'histoire s'il n'y a pas de sous-titres? Comment comprendre l'histoire si ce n'est pas sous-titré et surtout si c'est dans une langue qu'on ne maîtrise pas? Alors, cette question, c'est que les jeux vidéo, ça ne nous apprend pas seulement l'histoire, ça peut nous apprendre aussi une autre langue et que des fois, c'est nécessaire de jouer le jeu vidéo dans une autre langue, en particulier pour les Grecs. Pourquoi? Parce que la Grèce est un petit pays avec une petite audience et donc les studios de jeux vidéo ne vont pas s'embêter, entre guillemets, ça va leur coûter de l'argent à traduire leurs jeux en grec. Et donc c'est tout simplement un coût pour eux, un coût qui n'est pas viable parce que c'est tout simplement une petite audience. Voilà. Donc comment? En apprenant une langue qui est présente dans le jeu, tout simplement. Ah, oui. Επόμενη ερώτηση. Je peux juste rajouter un petit truc. Dessus, justement les jeux comme là, il parle de sous-titres, mais c'est vrai que les jeux textuels ou les jeux où il y a beaucoup de texte ou simplement du texte, c'est plus facile de les faire dans une autre langue, même si ça a un coût. Hein, c'est pas donné. Les traducteurs en tout cas bien fait, parce que c'est sûr on pourrait faire sur Google Traductor. Il y en a plein de studios qui le font avec le chinois. Mais quand il y a des dialogues, on se rend pas compte. Ça a un coût immense, les dialogues, et on peut pas les traduire dans toutes les langues. C'est pas possible. Tout simplement, ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup de travail en plus, donc c'est pas possible. Par contre, dans le cas d'Assassin's Creed Odyssey, peut-être qu'ils pensaient à ce jeu-là qui effectivement n'est pas disponible en grec. Dans le cas d'Assassin's Creed Odyssey, le casting en anglais, et c'est important de préciser que le casting en anglais, c'est des Grecs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Grecs. C'est une grande majorité de Grecs. Et quand ils parlent anglais certes, mais jouer en anglais, vous allez voir, ils parlent anglais avec un accent grec très très prononcé. Et comme je le disais, tous les 5 minutes, ils prononcent le mot malaka, qui est quelque chose de très très commun en Grèce, très utilisé. Et ça, ils le disent dans le jeu. Voilà. Επόμενη ερώτηση που έχουμε λάβει σχετικά με τον εκπαιδευτικό. Question suivante. Le jeu pédagogique éducatif des jeux vidéo, pensez-vous qu'ils peuvent être introduits dans l'enseignement comme un cours complémentaire dans le cours d'histoire? Est-ce que ça existe déjà en France? Est-ce que ça se fait par exemple en France? Est-ce que ça a été introduit dans le système éducatif?
Ça n'a pas été introduit de façon officielle. Ça dépend donc des professeurs. Il y a justement une chaîne YouTube qui s'appelle Jeux vidéo et histoire de Romain Vincent, qui est un professeur et un chercheur qui justement s'intéresse à ce sujet et qui a utilisé l'histoire dans ses classes de collège avec des résultats nuancés. C'est pas forcément positif et négatif. Donc je vous invite à regarder sa chaîne pour en savoir plus là-dessus. Donc non, le jeu vidéo n'est pas présent officiellement dans les programmes d'histoire, en tout cas en France. Il y a des pays, je sais, comme la Pologne qui eux ont des jeux vidéo officiellement dans leur programme scolaire, des jeux vidéo notamment comme Pharaon, dont on a parlé avant, le jeu de gestion de city building au temps de l'Égypte ancienne. Et ben eux, les Polonais, les jeunes Polonais, ils ont ce genre de jeu dans leur programme scolaire. Donc ça existe dans certains pays déjà. En France, c'est pas encore le cas. Est-ce que ça peut être le cas dans le futur? Oui, probablement. D'autres a une question? Eh bien, on va passer à la deuxième partie et puis finir ensuite. Où ça? Ah, j'arrive. J'ai été frappé en fait dans votre présentation par la diversité des styles et des ambiances qu'il pouvait y avoir dans cette catégorie de jeux vidéo historiques, et je voulais savoir si d'après vous il y avait une tendance généralisée à plus de réalisme aussi bien historique et graphique, même si vous avez bien dit que l'aspect historique pouvait être sacrifié dans certains cas, mais s'il y avait quand même une tendance qui se dégageait au fil du temps vers plus de réalisme en général. Alors, plus de réalisme dans quel sens? Dans le sens des sensations, c'est-à-dire dans les jeux de guerre par exemple, il y a clairement un appétit et une tendance ces 5-10 dernières années pour vraiment plus de réalisme. Les gens veulent pas simplement un jeu de guerre ou arcade comme on dit, où on tire comme on veut, on fait ce qu'on veut et tout. Ils veulent vraiment des sensations réalistes et ils essayent d'avoir les mêmes sensations qu'ont eu les acteurs de l'époque, à moindre, évidemment pas exactement la même chose, mais en tout cas les sensations techniques, ils veulent la même chose. Après, dans les autres jeux, au niveau du photoréalisme, c'est-à-dire au niveau des graphismes, clairement il y a une tendance vers plus de photoréalisme, donc plus de réalisme. Mais les meilleurs jeux vidéo historiques, c'est pas forcément les jeux qui sont le plus réalistes d'un point de vue visuel. Il y a des jeux vidéo, justement, les jeux de stratégie qui se déroulent sur une carte. C'est abstrait, c'est pas très... voilà, il n'y a pas vraiment de photoréalisme comme dans Assassin's Creed ou Ghost of Tsushima ou autre, mais ça peut être des jeux qui sont beaucoup plus fidèles historiquement que ces jeux photoréalistes. Voilà. Mais oui, il y a clairement une tendance, un appétit. De toute façon, il y a un appétit pour l'histoire en général ces dernières années, et ça se ressent dans les jeux vidéo, et ça se ressent aussi chez les développeurs de jeux vidéo qui vont pas hésiter à faire appel à des historiens ou à des spécialistes. D'autres questions? Pas de questions? On va jouer alors. Il y en a combien ici qui ont déjà joué à Assassin's Creed? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah ouais, d'accord. Comme quoi? Majorité, presque. Et combien d'entre vous ont joué à Assassin's Creed Odyssey? Si vous pouvez lever la main? Ah, il y en a beaucoup moins. Hein. Ouais, levez la main, tu n'as pas joué. Si, moi j'y ai joué. Alors là, on va faire ce qui s'appelle le Discovery Tour, parce que dans Assassin's Creed, il y a le jeu, et il y a ce qu'on appelle le Discovery Tour, qui est un sorte de musée virtuel, on va dire, mais vivant, qui retire toutes les composantes violentes du jeu, c'est-à-dire il n'y a pas de combat, il n'y a rien, c'est vraiment de la pure exploration et de l'apprentissage. Voilà, c'est le Discovery Tour qui va essayer de
via l'exploration, de vous apprendre en tout cas, de vous présenter certains aspects de l'Antiquité grecque. Le temps de chargement c'est long. Hein. J'ai pas une PS5, hein, c'est une PS4, c'est pour ça. Bon ouais, l'image là, ouais, c'est pas très historique, Poséidon et tout, mais c'est parce que Assassin's Creed, je le rappelle, ça reste le jeu, le scénario du jeu, c'est un jeu de science-fiction dans un univers historique. Hein. Pour ceux qui ont déjà joué Assassin's Creed, ils savent de quoi je parle. Et là, on va faire le Discovery Tour. Enfin, je vais passer la manette dans le public parce que je vais vous laisser jouer au Discovery Tour et explorer l'Athènes pendant l'âge d'or d'Athènes, l'âge de Périclès. Qui veut jouer, qui veut explorer, enfin jouer, oui. Qui veut explorer Athènes en premier? Direct. Priorité aux enfants. Je sais que t'es un grand enfant, mais... Ah, c'est bien sur un grand écran comme ça. Il me faut le même. Ouais, c'est lent. Hein. Ah, c'est très très lent. Hein. On va faire une blague alors. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Ouh, c'est nul. C'est très très nul. Très 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 nul. On va faire une blague historique alors, un peu limite. Ouais, c'est long le temps. Pourquoi Churchill a battu Hitler? Parce que les ciseaux battent la feuille. C'est toujours pas fini le temps de chargement presque. Je suis à court de blagues là. C'est long. Hein. Si Ubisoft vous m'entendez, vous pouvez m'envoyer une PS5, ça ira plus vite. Alors voilà comment ça se présente. Vous êtes donc dans l'Athènes, l'âge d'or d'Athènes, et Ubisoft, avec l'aide d'historiens, de spécialistes, ont essayé vraiment de reproduire le plus fidèlement possible. Enfin, le plus fidèlement, on n'est jamais sûr à 100% que ça ressemblait à ça, mais en tout cas, ça s'en rapproche beaucoup. Donc de l'Athènes, de l'âge d'or d'Athènes. Qui veut essayer? Qui veut se balader? Je crois que les enfants d'abord, ils veulent essayer là-bas. On va voir où est-ce qu'ils vont nous emmener. Mettez. Tu peux jouer de là hein. Alors, ça c'est l'Acropole, mais je crois qu'il veut pas aller dans cette direction. Tu vas aller voir l'Acropole? Tu sais pas? Ouais. Tu vas monter sur l'Acropole? Allez. Donc il va vers l'Acropole. Ça, c'est vous vous souvenez là, c'est la partie, c'est les escaliers hyper fatigants quand vous montez l'Acropole. Bah, c'est ça. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, tu sais pas? Alors, normalement, quand le jeu marche, parce qu'on peut le voir, il y a un problème. Il y a une voix qui vous explique des choses, donc mais là, apparemment, ça marche pas. La voix n'est pas là. Je sais pas pourquoi. C'est jamais arrivé avant. Mais normalement, il y a une voix là. Donc là, il y a les sous-titres. Mais là, apparemment, donc là, ça vous explique sur qu'est-ce qu'était le temple d'Athéna Niké. Qui signifie l'Athéna victoire, hein, d'où le signe de Nike. Voilà. C'est Nike, en fait. Voilà. Si tu le passes, vas-y.
rond. Là, pour faire simple, en fait, il vous présente il y avait une prêtresse dans ce temple. Je crois que c'était une prêtresse qui était choisie par an et qui était payée aux frais d'Athènes, richement payée pour être là et prier. Appuie sur croix. Voilà. Va dans l'acropole. Non, tu veux pas aller à l'acropole. T'aimes pas l'acropole, hein? Si? Donc vous pouvez voir aussi le costume des personnages qui ont été, et qui ont, pareil, on a essayé de recréer le plus fidèlement possible les possibles habits qu'avaient les Athéniens à cette époque-là. Là, on rentre dans l'acropole, et là, vous voyez toute cette partie-là, c'est la partie horrible qui a été bétonnée aujourd'hui à l'acropole. Bah, à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est horrible. Donc là, vous avez vraiment une idée de à quoi ça ressemblait. Et il y avait, pour ceux qui ne savent pas, alors là, on le voit pas, mais sur le côté, il y avait une statue d'Athéna immense, en bronze, dont la lance et le casque brillaient jusqu'à, on disait qu'on pouvait le voir jusqu'à Sounion, quand il y avait du soleil qui tapait dessus. C'est quand même beaucoup plus joli à l'époque qu'aujourd'hui, hein. Ça ressemble à... Est-ce que tu vas rentrer dans le Parthénon? Alors le Parthénon, là, évidemment, il est divisé en deux parties. Vous savez, hein, le Parthénon, il y avait une partie où il y avait le trésor de la Ligue de Délos. La Ligue de Délos, c'était l'alliance qu'avaient créée les Athéniens après l'invasion des Perses. Et à la base, le trésor de cette alliance était gardé sur une île. Et les Athéniens ont décidé de tout ramener à Athènes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'Assassin's Creed Odyssey, ça se déroule pendant la guerre du Péloponnèse qui a opposé donc Athènes et Sparte. Et ce qui est bien dans le jeu, ce que j'ai apprécié, c'est que ça met pas... on n'a pas cette vision trop manichéenne en mode Athènes c'est les gentils parce que c'est une démocratie et Sparte c'est les méchants parce que c'est une sorte de dictature militaire. On n'a pas du tout ce manichéisme parce que comme on peut le voir dans l'histoire, à ce moment-là, Athènes était une puissance impérialiste qui n'hésitait pas à écraser ses ennemis, à écraser même d'autres des alliés aussi, qui refusaient de payer par exemple pour l'Alliance. Voilà. Là c'est le trésor de Délos, vous pouvez voir. J'imagine qu'il était mieux rangé à l'époque. Là c'est un peu... ils en ont mis un peu partout, ils ont fait la fête. Et de l'autre côté du Parthénon, si vous rentrez derrière, c'est là où vous pouvez voir la magnifique statue de Phidias, d'Athéna. Alors dans le jeu aussi, ce qui est bien dans le Discovery Tour, c'est qu'il vous explique un peu sur l'acropole, mais aussi pas seulement pendant la période de Périclès. Il vous dit aussi qu'est-ce qu'il est devenu de l'acropole, par exemple, pendant le Moyen-Âge, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Que l'acropole, après, est devenue une église byzantine, qu'après, elle est devenue une église catholique quand les croisés ont pris Athènes, et qu'après, elle est devenue une mosquée, et qu'en fait, c'est le fait d'être un bâtiment religieux, voilà, la super statue d'Athéna, et en fait, l'eau qu'on voit par terre, c'était fait pour justement régler la température dans le temple. Et les développeurs ont eu l'intelligence de reproduire même ça. Vous pouvez même voir les fresques. Alors oui, parce que très important, les fresques, les statues dans Assassin's Creed Odyssey, dans l'histoire, en tout cas très longtemps, dans l'imaginaire populaire, qui a commencé avec la Renaissance, on a cette idée que d'une antiquité blanche. Tout était blanc. Les statues de marbre blanc et tout, alors qu'on sait clairement, on sait aujourd'hui que c'était pas du tout le cas, que les Grecs et les Romains mettaient de la couleur et de la peinture partout, mais parfois même c'est moche, mais ils mettaient de la couleur partout.
Donc c'est rare en fait de voir des statues blanches, il n'y en avait pas. Alors là, eh oui, il en manque aujourd'hui, il faut demander au British Museum de les rendre. On va faire une pétition. Là voilà la grande statue que je vous parlais. Si vous allez sur la droite aussi, donc justement, vous pouvez voir les gens prier. Pas une petite statue, hein. Quelqu'un d'autre veut essayer? Et comme vous voyez, voilà, il n'y a pas de combat et tout, c'est vraiment de l'exploration d'un monde ouvert, avec parfois, si vous voulez, il y a dans plusieurs catégories, une narration. Ah, lui carrément, il prend l'aigle. D'accord. Vous pouvez aussi prendre l'aigle pour voir de haut, avoir une sorte de vision de drone. Il y a aussi un mode, en fait, il y a un mode photo aussi. Vous pouvez prendre des photos dans le jeu pour ceux qui sont amateurs. Il y a des amateurs de photographie virtuelle, ça existe et c'est très intéressant. Voilà. Donc là, vous avez une vision sur Athènes. Enfin, si regarde vers le bas, regarde vers le bas. Voilà. Là, vous voyez l'Agora, le centre commercial et politique d'Athènes, avec toutes ces échoppes. Vous voyez aussi les murailles d'Athènes. Parce que oui, il y avait des grandes murailles à l'époque, elles allaient jusqu'au Pirée. Et justement, pendant la guerre du Péloponnèse, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Périclès a une stratégie semi-intelligente, c'est qu'il a ramené tous les citoyens d'Athènes dans les murailles. Et à l'époque, les Grecs n'étaient pas très forts pour les sièges, ce qui fait que les Spartiates n'ont pas pu casser les murs. Mais le fait de ramener tout le monde dans les murailles, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une terrible épidémie de typhus, dont Périclès est mort pendant cette épidémie. Parce que trop de gens, pas d'hygiène, forcément, ça fait pas bon ménage. Alors là, il va où? Il va jusqu'au Pirée, tranquille. En fait, je crois qu'il sait pas du tout ce qu'il fait. Là, il fait genre, il contrôle l'aigle et tout, mais il sait pas comment revenir au personnage. C'est ça? Voilà, je suis étais... Est-ce que quelqu'un peut lui montrer? Voilà, merci. On peut l'applaudir pour ce temps de chargement. Il est perdu. De l'autre côté, on peut voir le temple d'Artémis, là-bas, sur la droite. Ouais, et tu tournes vite. Ils ont fait un effort de parler grec ancien. Si vous écoutez les personnages, les PNJ qu'on appelle, donc les personnages non jouables, ils parlent grec ancien. Là, ils sont en train de prier Athéna. Donc là, on part. Ok, on part de l'acropole. Ah, ça y est, ils ont refait une bêtise. Ah, c'est encore lui. Vous pouvez donner la manette à quelqu'un d'autre? Si. Enlevez-lui la manette, s'il vous plaît. C'est rond pour passer. Vite. Rond. Ouais, ils vont expliquer plein de choses là. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Ah, il l'a évité là. C'est bon. Ah, donc là tu te diriges vers le temple, le théâtre de Dionysos, et il y a aussi le temple d'Asclépios. Ouais, ah ouais, d'accord.
Nous avons fait face à un joueur agressif. Là, vous voyez aussi, alors très important, on voit, ils ont fait vraiment un effort de montrer comment ils taillaient les pierres. C'est impressionnant. Il faut savoir que le marbre qui a été utilisé pour construire l'acropole venait des mines de comment ça s'appelle en nord d'Athènes, Pédélé, voilà. Et que pour les ramener, déjà encore aujourd'hui, c'est très difficile de faire des blocs de marbre avec nos technologies actuelles. Alors imaginez à l'époque, et en plus les ramener intacts de là-bas jusqu'à l'acropole. C'est ouais, si tu descends en bas, en fait, il y a voilà le fameux temple de Dionysos qu'on peut voir aujourd'hui. Et plus haut, il y a le temple d'Asclépios. Et en fait, pour les Athéniens, c'était tout un processus. Ça allait ensemble, le théâtre et le temple d'Asclépios. Je ne sais pas s'ils ont mis les cavernes, parce qu'il y a des cavernes en haut du temple où c'est là où on mettait les patients, les malades, et on leur faisait fumer des trucs un peu bizarres. Et ils voyaient Asclépios dans leurs rêves et ils étaient guéris le lendemain. C'est sympa comme médecine. Ça c'est le temple, ça c'est le pan. Je vais réussir. Non, ça c'est les statues. Elles les ont pas mis. Ça c'est un édifice, comme vous voyez, avec une architecture un peu particulière parce qu'il a été inspiré des Perses, il me semble. Ils ont utilisé d'ailleurs les débris des navires perses après la bataille de Salamine pour construire cet édifice. Voilà. Et là, là ils chantent. Vous pouvez d'ailleurs dans le Discovery Tour en apprendre plus sur la musique à l'époque de la Grèce antique. On apprend plus sur la poésie, enfin sur plein de choses. Alors là, on est dans l'Odéon de Périclès. Ah, tu t'éloignes, c'est pas grave, éloigne-toi. Si tu sors de là, on peut voir le temple de Zeus qui est en construction. Il n'a jamais été fini. Oui, coup d'épaule à droite, coup d'épaule à gauche. Oui, continue. Ah ouais, d'accord. Très violent. Voilà, le fameux temple. Alors, en vrai, il était un peu plus loin. Et là, ils l'ont mis un peu plus près parce qu'ils n'ont pas reproduit non plus Athènes à l'échelle 1-1. Sinon, ça serait beaucoup trop long. Et surtout, très long aussi pour le joueur à explorer. Donc ça, c'est le temple de Zeus que vous pouvez voir aujourd'hui, après la porte d'Adrien. La porte d'Adrien, évidemment, qui n'est pas là, hein, c'est l'époque romaine. Donc là, il est en construction. Il y a des gens qui chantent. Voir les différents métiers, les différentes aussi classes sociales. On peut voir qu'il y avait des riches, des pauvres. Après, il y en a qui pointent le fait que est-ce qu'il y avait autant de femmes dehors à Athènes comme ça, libres. C'est vrai que Athènes n'était pas très réputée pour laisser les femmes se déplacer librement comme elles voulaient, mais je pense que c'est surtout le cas chez les familles nobles. Donc là, on sort d'Athènes carrément. Ouais, d'accord. Pourquoi pas. On peut aller à Sparte. Si tu appuies sur Options. C'est vrai que Sparte, on reconnaît moins. Options et L1. Voilà la carte. Comme ça, ils peuvent avoir les gens une idée de. Voilà. Dézoom un peu. Dézoom plutôt. Dézoom encore. Voilà, tu peux te déplacer. Déplace-toi un peu sur toute la carte pour montrer à quel point les développeurs ont fait un effort de représenter une grande partie de la Grèce. Voilà, là on a un camarade qui a reconnu son île et qui est très très contente. Très très content. Et ouais, il y a mon île. On peut se déplacer sur toute la carte. Toute la carte, là que vous voyez, on peut y avoir accès.
cliques, si tu veux, va sur Sparte, sur un des déplacements rapides. Voilà, clique là. Oui. Ah. C'est reparti pour les blagues. C'est qui joue? Toi? Est-ce que vous avez des questions sur le Discovery Tour? Non? Oui? Non. Vas-y, vas-y, dis-moi. Si on peut faire des visites guidées, oui, oui, carrément, oui, oui, bien sûr. Bah, c'est un peu je pense, le but. C'est comme c'est plus qu'un musée virtuel, ça va au-delà. Faire des visites guidées avec vraiment comment c'était à l'époque, c'est quelque chose d'assez nouveau. Même si c'est vrai que déjà dans les années 90, début des années 2000, il y avait dans les universités des tentatives de recréer en 3D certaines villes et tout. Là, le fait de vraiment pouvoir... déjà, c'était pas le même budget. Ubisoft a un budget beaucoup plus conséquent. Et ça se ressent. Le fait de pouvoir bouger comme ça et interagir, c'est quelque chose d'assez intéressant pour les joueurs. Ça, c'est clair. Donc vraiment, oui, ça c'est oui, pour une visite guidée du passé, c'est ça. Ah, vous êtes... C'est Sparte. Sparte qui n'avait bien sûr pas de mur. Ah, là vous voyez, voilà, les Spartiates, c'est des hommes, ils sont torse nu, ils s'entraînent. Ah, ça c'est une bonne question. C'est vrai qu'ils avaient des dialectes différents, qui parlaient pas du tout, pas exactement de la même façon. Les Spartiates étaient plus concis, plus directs. Les Athéniens, ils aimaient bien parler. C'était laconique, exactement, d'où le mot laconique. Ah oui. Il faut peut-être pas faire ça chez les Spartiates, par contre. Non, 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 faut pas appuyer. Oh, j'ai évité. Ah, vous voyez, l'entraînement, c'est ce qui faisait la force de Sparte. C'est son armée. Ah, lui, il est très content de s'entraîner. Quelqu'un veut la manette? Un dernier petit tour? Non? Hein? Allez, il veut aller voir son île. C'est pour ça qu'il est venu en fait. Donc, option, carte. Ah là, il va aller sur son île, donc il va juger. Il va dire non, là ça va pas. C'était pas comme ça. Le souvlaki, il est pas là où il faut. Ah, les temps de chargement. Ah, c'est rapide là. Ah, parce que c'est une petite île, je vais pas dire le mot que t'as dit. C'est joli. Pas dire. Alors c'est comme ça ton île? Il n'y a pas de végétation comme ça? C'est comme ça? Ah. Il n'y a pas ces petites îles autour? Ça tu sais pas, t'étais pas là à l'époque. Il faut dire oui, ils n'ont pas recréé non plus la Grèce à l'échelle 1-1 comme je dis, donc tout est plus... les échelles sont plus courtes. Les distances sont plus courtes. Quoi? Il va réussir à mourir dans le Discovery Tour. Il va... Alors ça en vrai,
Non. Plus de jambes. Donc elle est comme ça ton île vraiment? Il n'y a rien comme ça? Ah ouais. Et tu passes tes étés là-bas? Eh ben. Il n'y a même pas un arbre. Même la tour elle est pétée. C'est pas tip top, hein. Alors, dans Assassin's Creed Odyssey, ils ont même recréé des ruines de civilisations qui étaient là présentes avant, les civilisations mycéniennes et minoennes, qui étaient des civilisations à l'époque de l'âge du bronze. On peut voir leurs ruines dans le jeu. Ah, il y a quelqu'un. C'est peut-être ton ancêtre. Et donc, est-ce que c'est assez réaliste la façon dans laquelle ils ont reproduit ton île? Donc au niveau de la végétation, oui, l'ambiance donc. Après, est-ce que tu as fait le tour de l'île? Peut-être qu'il y a des plages un peu plus belles. Hein? Comment on fait pour l'aigle? Ça, il faut demander à notre ami. Il l'a fait du premier coup. Ouais. Il sait pas comment il a fait. Non, ça c'est pour voir la vue à la première personne. Alors fais quelque chose qu'on fait. Voilà. J'allais dire appuie sur tous les boutons comme quand on joue au jeu de combat. C'est vraiment une île déserte quand même. Hein. Ça existe? Ça existe vraiment? Ah ouais, d'accord, ok. Comme quoi? Le temple, les ruines existent vraiment? C'est le temple d'Apollon, d'accord. Et il est vraiment à cet endroit? Très bien. Alors on a un local d'Anafi qui nous présente son... c'est bien, c'est très bien. Ça nous montre qu'ils ont vraiment... Il y a vraiment un véritable effort de reconstitution. Et de l'autre côté de la montagne, normalement il n'y a rien. Effectivement, il n'y a rien. Et en face, c'est la crête, là, un grand morceau, là? D'accord. Bah, si tu veux faire un tour très rapide en crête, non? C'est bon? Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Non? Ah, il y a quelqu'un qui veut essayer derrière. Tu sous-estimes le pouvoir de PlayStation. Est-ce que ça marche? Ah. Alors, option. Non, option. Il n'y a plus de bouton start depuis L1. Donc vous allez sur la carte. Voilà. Et là, vous vous déplacez sur la carte. Et quand vous voyez l'aigle vert, vous appuyez sur déplacement rapide. Ouais, là ça se part, vous pouvez aller où vous voulez en fait. Non, faut bien aller sur le... Voilà, maintenant carré. Oui, avec croix. Est-ce que vous êtes de Thessalonique? Non, d'accord. D'Athènes. C'est quand même bien de jouer sur un écran comme ça. C'est bien, hein? Faut le même à la maison, faut le dire à ton papa. Entre chaque chargement, voilà, il y a des petits textes sur des...
j'ai pas tout compris, mais oui, d'accord. Donc là, on est en Macédoine. Là, le royaume de Macédoine, sauvage. Avant l'époque, évidemment, donc d'Alexandre le Grand et de Philippe. Hein, avant que la Macédoine devienne un grand royaume. Et aussi, ce qu'ils ont fait, il y a un véritable effort, c'est que les biomes, c'est-à-dire la végétation et tout, est différente, comme c'est le cas vraiment. Si vous allez dans le nord de la Grèce, vous allez sur les îles, que ce soit les îles Cyclades ou les îles de l'autre côté, c'est pas exactement les mêmes. La même végétation. Ah oui. Ah bah monsieur, c'est joué. Non, bah, non, allez-y. Tout de suite, lui a trouvé le cheval, il sait où il va. En fait, il sait où il y a le trésor. Il y va direct. Normalement, il y a les bruits du sabot du cheval, mais il y a un problème de son ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas les voix et il y a des sons qui manquent. Normalement, quand le cheval galope, il y a du. Alors là, ouais, c'est pas. Quelque chose s'est passé. Et la reconstitution des maisons de l'époque. Il y a aussi tout un pan du jeu, je crois qu'il est aussi présent dans Discovery Tour, c'est où vous pouvez prendre un bateau et naviguer sur la mer Égée. Et dans le jeu, en tout cas, je ne sais pas dans Discovery Tour, mais dans le jeu, quand vous naviguez sur votre trirème, sur votre bateau de guerre, et vous avez vos marins qui chantent des chansons donc, de marins d'époque en grec ancien. C'est assez sympa. Très immersif en tout cas. C'était le cas aussi par exemple dans Assassin's Creed 4 Black Flag, qui est un Assassin's Creed qui se déroule dans les Caraïbes. Je pensais qu'il savait ce qu'il faisait, mais il a réussi à noyer le cheval. Ok. Donc en fait il n'y avait pas d'ennemis, donc du coup il a noyé le cheval. Ah oui. Il y avait un lynx. Un Pokémon. Non, un lynx. Non. Ah, il y a un bateau, peut-être que prendre le bateau. Ouais, je crois que vous pouvez prendre le bateau. C'est un petit bateau. Mais... se mettre dessus, il faut aller dessus. Appuyer sur... Voilà. Voilà. Alors c'est un tout petit bateau. Mais dans le jeu, vous pouvez prendre un bateau beaucoup plus grand, comme je vous dis, une trirème. C'est plus impressionnant. Il fait son petit tour. C'était fait exprès ou... Ouais. Ah. Ça a l'air d'être un camp fortifié. Ah, d'accord. Alors, c'est pas la même époque. Ça, c'est Seconde Guerre mondiale. Et après, amphibien et tout. Comment on sort du bateau rond, je crois. Non? Voilà. J'ai entendu c'est This is Sparta ou un truc comme ça. Oui, c'est un camp militaire spartiate. Ouais, d'accord. Donc là, dans le Discovery Tour, on a désactivé, parce que dans le jeu, là, en fait, il vous aurait déjà mis 2 coups d'épée.
mais dans le Discovery Tour, il va rien vous faire. C'est ouais. Il est, ouais. Bah, je crois qu'on peut terminer là-dessus, hein, ouais. Voilà, on va terminer là-dessus. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'essayer le Discovery Tour ou d'essayer d'autres jeux en général. Et je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Et j'espère voilà, que ça va vous donner envie d'essayer des jeux et d'en apprendre plus. Voilà, merci beaucoup.